Salut, c'est Zaba. De l'homme le plus riche de l'histoire à une ville des vices et des péchés, en passant par des pratiques inattendues, voici à quoi ressemblait le quotidien très particulier des riches durant la Rome antique. Riches comme Crassus. Chaque époque a ses ultra-riches. Ce sont des personnalités comme Elon Musk ou Bernard Arnault aujourd'hui, mais à l'époque de Rome, c'était un homme nommé Marcus Licinius Crassus. Non seulement il était l'un des hommes les plus riches de la Rome antique, mais il pourrait aussi avoir été l'une des personnes les plus riches de l'histoire humaine. Marcus Crassus n'était pas particulièrement populaire. Il n'avait pas les accomplissements militaires de ses rivaux, comme Jules César ou Pompée le Grand. Toutefois, il fut l'homme qui a vaincu Spartacus. Ce que Marcus avait, c'était de l'astuce et du courage, ce qui l'a conduit à une richesse extraordinaire. Mais il y a aussi un tout petit ingrédient secret souvent oublié. Marcus devint incroyablement riche grâce à quelque chose qui est toujours l'un des premiers vecteurs de richesse aujourd'hui. Je parle de l'immobilier. L'immobilier était déjà un domaine florissant dans la Rome antique, tout comme aujourd'hui. Et durant la fin de la République, un énorme afflux de migrants entra dans la ville de Rome, provoquant une construction rapide de bâtiments appelés insulae. Ces insulae, construits en pierre, étaient conçus pour loger beaucoup de personnes. Ils étaient essentiellement des immeubles d'appartements bâtis avec des matériaux bon marché pour héberger les non-citoyens romains affluents dans la ville. Ces bâtiments s'effondraient assez souvent, tuant des habitants. Et croyez-le ou non, c'est l'infâme empereur Néron qui résolut ce problème des années plus tard en établissant des réformes de construction pour rendre tous les nouveaux projets plus sûrs. Mais ce qui s'est passé à Rome se produit aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde. Une population en pleine croissance rendait la terre précieuse. Les propriétaires terriens pouvaient soudain réaliser d'énormes profits en construisant des logements bon marché. En construisant des insulae à chaque parcelle disponible, quelques propriétaires fonciers sont devenus très riches. On estime qu'il y avait environ 50 000 insulae durant la fin de la République. C'est ainsi que Crassus fit fortune. Il utilisa une équipe d'esclaves, d'architectes et de constructeurs pour réparer des propriétés délabrées, accumulant toutes les terres qu'il pouvait en achetant et en réparant au fur et à mesure. Et très vite, il possédait la majeure partie de Rome. Mais Marcus Crassus était bien plus qu'un simple propriétaire foncier. Il était un politicien actif et une figure clé de la politique romaine. Il écrasa la révolte de Spartacus en 71 avant notre ère, prêta de l'argent à Jules César et devint consul de Rome. Il aurait très certainement pu devenir bien plus influent si ce n'est pour son désir de gloire militaire qui conduisit à sa chute brutale et macabre. Malgré toute sa richesse, il cherchait à atteindre la même gloire militaire et guerrière que ses pairs. Il était donc convaincu qu'il gagnerait cette gloire en écrasant l'Empire parthe dans une bataille. Et en 53 avant notre ère, Marcus marcha avec 40 000 soldats en Parthe pour conquérir des territoires et se rendre immortel. Il n'avait pas anticipé la puissance des 20 000 soldats parthes. Et lors de la bataille de Car, ou Charon, l'armée romaine fut rapidement encerclée et décimée. Les archers à cheval parthes massacrèrent les Romains. C'était une véritable boucherie. Mais ce qui arriva à Marcus reste flou, puisqu'il existe plusieurs récits différents de sa mort. La version la plus largement acceptée est qu'après la défaite décisive de son armée face aux forces parthes, Crassus tenta de négocier une trêve avec le général parthe Suréna. Cependant, les négociations ont tourné à la violence et Crassus a été tué au cours du chaos qui s'en est suivi. Sa mort marque une défaite importante pour les Romains et met fin au premier triumvirat qu'il avait formé avec Jules César et Pompée. La belle vie. Je vous ai parlé de Crassus, l'homme le plus riche de la République romaine. Mais je ne vous ai pas vraiment expliqué à quoi ressemblait la vie des riches romains. La version courte est que la vie était très agréable. En fait, elle était confortable pour tous les Romains fortunés, et voici pourquoi. Les riches Romains ne vivaient pas dans des ruelles bruyantes et malodorantes de Rome. Ils résidaient sur des collines en dehors de la ville, où ils jouissaient d'un style de vie luxueux entouré d'esclaves qui répondaient à tous leurs besoins. Ils habitaient des versions romaines de manoirs, dînaient avec des mets exotiques et organisaient des dîners exclusifs. Il existait deux types principaux de maisons pour les riches romains. En ville, un riche romain vivait dans ce qu'on appelait un domus. Ce type de résidence était généralement un bâtiment d'un seul étage, doté de magnifiques colonnes, de marbre et de statues bordant des couloirs. Les sols étaient recouverts de mosaïques vives et les murs décorés avec les œuvres d'art les plus récentes. Il y avait de multiples chambres, des cours et des jardins pour se détendre. À la campagne, les riches romains vivaient dans des villas. Ces villas avaient des pièces beaucoup plus grandes que des domus et disposaient davantage de serviteurs pour gérer les très vastes propriétés.
Les villas étaient souvent équipées d'un chauffage par le sol, un système qui faisait circuler de l'air chaud provenant d'un feu dans les tunnels sous les planchers. Ces villas étaient souvent gigantesques et comprenaient des bains luxueux avec des piscines, des salles de sudation et même une salle froide appelée frigidarium. Et en tant que riches romains, les choix alimentaires étaient tout bonnement illimités. Les pauvres se contentaient de légumes et de bouillies, tandis que les riches buvaient du vin et savouraient des repas extravagants composés de pain, de perroquets rôtis et d'escargots nourris au lait. Oui, vous avez bien entendu, des perroquets rôtis ainsi que des langues de flamant rose et des loirs, une petite sorte de rongeurs farcis. Ces repas extravagants étaient une façon d'afficher leur richesse et leur statut. Alors, êtes-vous plus du genre domus en ville ou bien villa à la campagne? Des sépultures opulentes. Des archéologues, en fouillant le site destiné à une future centrale solaire près de Rome, ont découvert quelque chose d'inattendu, une nécropole romaine contenant 67 squelettes. Ces squelettes étaient enterrés dans 57 tombes, mais ce n'étaient pas des tombes ordinaires, elles appartenaient aux riches et célèbres. Enfin peut-être pas célèbres, mais certainement des riches. Les sépultures datent d'entre le 2e et le 4e siècle, c'est-à-dire le véritable apogée de l'Empire romain. Les squelettes portaient encore leurs bijoux et des chaussures sophistiquées, prouvant qu'il s'agissait bel et bien de l'élite romaine. Le chef des fouilles, Emanuele Giannini, a déclaré que l'équipe avait trouvé plusieurs squelettes portant des bas coûteux et des chaussures élégantes. Certains arboraient encore des bijoux en or à leurs poignets et autour de leur cou. L'analyse des ossements n'a révélé aucun signe de stress ou de travail physique, ce qui signifie qu'ils n'avaient jamais effectué un seul jour de travail manuel. Ces personnes faisaient partie des classes supérieures de la société et pouvaient se permettre d'être enterrées avec des bijoux si précieux qu'ils feraient saliver n'importe quel pilleur de tombe. Ce cimetière montre qu'il y avait véritablement une séparation à tous les niveaux entre les classes sociales, même dans la mort. Cette nécropole de l'élite s'étend sur environ 21 hectares et se trouve à environ 80 km de Rome. Les archéologues pensent que les riches romains tentaient de créer un lieu de sépulture semblable à leur propre maison de leur vivant. Les murs des tombes étaient décorés avec des tissus luxueux et les fouilles ont révélé des amulettes, des poteries, des pièces de monnaie, des éclats de verre et de nombreux bijoux. Les tombes abritaient souvent plusieurs membres de la famille, ce qui montre que les riches préféraient être enterrés avec leurs proches. Certains squelettes ont même été découverts avec leurs bras, enlacés dans une étreinte affectueuse. La ville du péché romaine. Si vous étiez un riche romain, vous saviez comment faire la fête. Cela signifiait prendre régulièrement des vacances dans les villes les plus luxueuses et débauchées de l'Empire romain. Parmi tous les complexes côtiers et les villes de plaisir prisées par l'élite romaine, aucune n'était plus célèbre que Baiae. Baiae était un lieu de débauche si éhonté que la légende raconte qu'elle fut détruite par les dieux. Aujourd'hui, Baiae est sous l'eau. Elle a sombré sous la Méditerranée il y a des centaines d'années. Bien qu'il reste encore quelques parties émergées, la majorité de la ville est désormais un royaume pour les poissons. Mais avant sa destruction, Baiae était une station balnéaire très prisée à la fin pour ses offres très décadentes. Elle était même plus populaire qu'Herculanum, une autre station riche ensevelie lorsque le mont Vésuve a détruit Pompéi. Les historiens modernes comparent Baiae à un mélange entre Miami et Las Vegas. C'était un endroit où les riches allaient pour faire la fête et profiter ouvertement de leurs vices. Et dès 100 avant notre ère, pendant la République romaine, les riches romains commencèrent à construire des villas de luxe le long du littoral du golfe de Naples. Cette tradition se poursuivit tout au long de l'Empire romain et même après sa chute. Lorsque les Visigoths prirent le contrôle de l'Italie, ces derniers continuèrent à utiliser Baiae comme station balnéaire, profitant des bains romains et de l'énergie bienfaisante de ce paradis côtier. Il est difficile de décrire précisément ce que faisaient les Romains à Baiae. Les sources anciennes la qualifient de repère de débauche et de vice, mais ne donnent pas vraiment de détails spécifiques. Ce que l'on sait, c'est que des personnalités telles que Jules César, Pompée, l'empereur Hadrien, Caligula et Néron étaient des visiteurs très réguliers. L'empereur Hadrien y mourut même en 138 de notre ère. La disparition de Baiae est attribuée à la nature. Une activité volcanique au IIIe siècle a commencé à engloutir la ville dans la Méditerranée, et au cours des 2000 dernières années, Baiae s'est enfoncé de près de 10 mètres à certains endroits, la rendant aujourd'hui inaccessible, sauf pour les plongeurs. La ville, autrefois synonyme de faste et d'excès, repose désormais sous les vagues, un témoignage silencieux de la richesse et de la débauche des élites romaines. L'économie romaine. Les anciens Romains sont devenus fabuleusement riches grâce à une économie florissante. Cependant, en même temps, les Romains avaient une économie assez désastreuse. Oui, c'est contradictoire, mais tout va devenir clair.
Ils ont connu les mêmes cycles de prospérité et de récession que beaucoup d'autres empires. Mais à quoi ressemblait exactement l'économie romaine il y a 2000 ans? Est-ce véritablement l'économie qui a causé la chute de l'empire? La ville de Rome a vu le jour vers le 9e siècle avant notre ère sur les rives du Tibre. Des communautés agricoles se sont regroupées pour établir des fortifications contre leurs ennemis. Les premiers siècles de l'histoire romaine sont enveloppés de mystères. Il n'existe pas de documents fiables, seulement des légendes. Les Romains croyaient que leur grande ville avait été fondée officiellement en 753 avant notre ère. Elle était gouvernée par des rois jusqu'à ce que le dernier soit renversé en 509 avant notre ère. À partir de ce moment, Rome devint une république, un joyau éclatant de démocratie. Ensuite, en 31 avant notre ère, Auguste mit fin à la démocratie en vainquant Marc-Antoine et Cléopâtre. Rome devint rapidement une monarchie, et après l'an 27 avant notre ère, Rome n'était plus une république, mais un empire. Mais à quoi ressemblait au juste l'économie sous la République romaine? Durant la période républicaine, l'économie romaine reposait largement sur l'agriculture. Les agriculteurs cultivaient des récoltes qu'ils vendaient en ville. Ces dernières étaient défendues par une milice volontaire composée principalement de citoyens et de propriétaires terriens. Les agriculteurs travaillaient la terre en temps de paix et prenaient les armes lorsque Rome partait en guerre. La guerre était le véritable moteur de l'économie. Et à mesure que Rome s'agrandissait et s'engageait dans des guerres plus longues et coûteuses, il devint impossible pour les hommes de cultiver et de combattre en même temps. Rome avait besoin d'une armée et de nourriture pour nourrir à la fois ses soldats et sa population. L'économie évolua donc. L'agriculture prit une dimension beaucoup plus vaste. De grandes propriétés produisaient des quantités massives de nourriture, ce qui contribua à la croissance économique. Le travail était généralement effectué par des esclaves pour réduire les coûts. Une famille noble pouvait produire une énorme quantité de nourriture, et ce, grâce à une main-d'œuvre bon marché ou esclave, mettant en faillite les petites exploitations agricoles. Et le blé était de très loin la marchandise la plus prisée. Rome partait souvent en guerre pour conquérir davantage de terres afin de cultiver plus de blé. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles ils envahirent l'Afrique du Nord et l'Égypte. Le blé cultivé par les agriculteurs était expédié dans tout l'Empire, maintenant ainsi l'économie en mouvement. Et avec l'ascension de l'Empire romain, l'économie devint une entité complètement différente. Brusquement, le commerce se déroulait à une échelle jamais vue auparavant dans la société humaine. La soie arrivait à Rome via des routes commerciales épiques, traversant montagnes et terres étrangères depuis la Chine. Des animaux exotiques étaient importés d'Afrique, le coton venait d'Inde, le fer et l'étain étaient transportés par mer depuis la Grande-Bretagne, et en Espagne, des esclaves extrayaient de l'or et de l'argent qui étaient ensuite expédiés. De nombreux historiens estiment qu'à l'apogée de l'Empire, l'économie était si prospère qu'une personne moyenne menait un style de vie comparable à celui d'un londonien du XVIIIe siècle. Puis, l'économie s'effondra. Lorsque l'Empire cessa de s'étendre, il commença progressivement à manquer de ressources. De plus, il dépendait énormément de ses chaînes d'approvisionnement. Lorsque Rome perdit le contrôle de ses territoires au début du 5e siècle, les approvisionnements cessèrent d'affluer vers le cœur de l'Empire. La population de Rome dépendait de grains et de marchandises provenant d'aussi loin que l'Égypte pour survivre. Et lorsque ces approvisionnements cessèrent, il n'y avait plus assez de nourriture. Et à un moment donné, au 5e siècle, Rome fut presque complètement abandonnée en raison de la famine. Finalement, la prospérité céda à la récession. Les guerres civiles, l'effondrement des infrastructures, la baisse des taux de natalité, les invasions fréquentes et l'externalisation de leur approvisionnement alimentaire causèrent la destruction de Rome. En gros, ils furent détruits par leur propre économie hypertrophiée. Auguste. Si vous deviez deviner quelle figure historique a été le plus riche de tous les temps, qui choisiriez-vous? Penseriez-vous au légendaire roi Salomon de la Bible, ou peut-être à Mansa Moussa, le roi africain réputé pour avoir possédé plus de richesses que tout autre homme ayant jamais vécu, ou bien à John D. Rockefeller, dont la fortune équivalait à environ 400 milliards de dollars en monnaie actuelle, soit 3 fois plus que celle de Jeff Bezos? Toutes ces réponses seraient incorrectes. Les historiens pensent que l'homme le plus riche de tous les temps était Auguste, le premier empereur de l'Empire romain. Il possédait environ 1/5 de la richesse de Rome et contrôlait l'Égypte. Il y a 2000 ans, certains estiment que l'Égypte représentait environ 30% du PIB du monde connu. Mais qui était Auguste et comment est-il devenu si riche? Né sous le nom de Gaius Octavius en 63 avant notre ère, il était le petit-neveu de Jules César, ce qui lui permit d'être nommé héritier de l'Empire à venir. Et après l'assassinat de Jules César, en 43 avant notre ère, Auguste hérita de la fortune personnelle de son grand-oncle.
À seulement 19 ans, il entra dans le monde de la politique romaine. Il forma des alliances, écrasa ses rivaux politiques et mena des guerres civiles. Et lors de la bataille d'Actium, en 31 avant notre ère, Auguste écrasa Marc-Antoine et la flotte égyptienne. Cette victoire mit fin à l'ère de l'Égypte ancienne et de la République romaine. Quand Auguste revint à Rome, il était considéré comme un héros et peu après, il devint le tout premier empereur romain. Avant de s'autoproclamer empereur, Auguste fit appel à ses citoyens, se présentant comme un homme ordinaire, menant une vie modeste et souhaitant le meilleur pour son peuple, qu'est l'humilité. En réalité, sa richesse était inimaginable. Il instaura un système de taxation, étendit l'Empire et conquit des terres aussi éloignées que le Moyen-Orient. Et toutes ces conquêtes contribuèrent à la croissance de l'économie romaine, comme mentionné précédemment. Et la raison pour laquelle Auguste devint si riche et qu'il se trouvait tout bonnement au sommet de la pyramide. Lorsqu'il mourut en 14 de notre ère, près de Naples, le Sénat romain le proclama Dieu. D'ailleurs, profitons-en pour parler du Sénat. Le Sénat romain fut l'une des institutions gouvernementales les plus réussies du monde antique. Créé à l'aube de Rome, il y a 2500 ans, il survécut à la chute de la République romaine et continua d'exister sous l'Empire. Et même après la chute de l'Empire, en l'an 476, il resta en vie, bien que fragile, jusqu'au Moyen-Âge. Mais qu'était exactement le Sénat romain ? À l'instar des sénateurs modernes, ses membres étaient principalement des hommes riches et âgés. Le mot Sénat vient d'ailleurs du latin senex, qui signifie littéralement vieil homme. Ces riches anciens étaient chargés de créer des lois, de gérer les dépenses, de dicter les questions religieuses et d'envoyer des troupes à la guerre. Ils accordaient également des honneurs aux généraux ayant combattu. En somme, ils prenaient toutes les décisions importantes. Et bien sûr, les vieillards du Sénat menaient une très bonne vie. Pendant la majeure partie de l'histoire romaine, les sénateurs étaient nommés et un fonctionnaire élu désignait les nouveaux sénateurs. Puis, lorsque Rome est devenue une monarchie, c'est l'empereur lui-même qui décidait qui devenait sénateur. Dans les deux cas, les sénateurs étaient censés être des hommes de haute moralité. Comme vous pouvez l'imaginer, cela laissait beaucoup de place à la corruption. Le fait d'être sénateur impliquait également de devoir déjà être riche. Cette fonction n'était pas rémunérée, tout du moins pas directement. Au lieu de cela, les sénateurs dépensaient parfois même de leur propre fortune pour aider à gérer Rome. Ils n'étaient pas autorisés à être banquiers ou marchands, ni à avoir des antécédents criminels. C'étaient essentiellement des hommes riches et âgés qui voulaient contrôler le monde avec leurs poches très profondes. Une journée de travail durait généralement 6 heures, de l'aube jusqu'à midi. Après une matinée de débat avec d'autres vieillards, le sénateur rentrait généralement chez lui où ses esclaves l'attendaient pour répondre à ses moindres besoins. Et pour en découvrir plus, voici les pratiques les plus scandaleuses de la Rome antique. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.